Notre session est sur les solutions locales pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunérés au Sénégal. Nous aurons deux présentations. Celle de M. Lorenzo Revelli, qui est ingénieur et spécialisé en innovation et coordonnateur 3R, innovation avec l'ONU Femmes, et qui portera sur besoins et solutions potentielles pour adresser les risques liés au travail non rémunéré des femmes en milieu rural et le cas des femmes du nord du Sénégal. Je pense que les femmes du nord sont bien représentées dans la salle. Parce que j'ai vu Mme Korka Diaw hier. Le deuxième présentateur, c'est M. Ousmane Sow. Ousmane Sow est sociologue et il s'est beaucoup investi dans le passé avec nous sur la protection sociale, la première stratégie nationale de protection sociale. Présentement, il est directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis. Et son intervention va porter sur les réformes locales sensibles au genre à travers l'inclusion de la thématique du 3R. Hier, on a ajouté 2 autres R. Bon, on va y revenir dans les plans de développement locaux. Et chaque présentateur donc a 15 minutes avec des présentations au point. Je m'en vais donc sans tarder donner la parole à M. Lorenzo. Merci M. K. Bonjour à toutes et à tous. Donc là aujourd'hui je vais rapidement couvrir un petit peu les résultats d'une étude que nous avons menée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le programme 3R d'ONU Femmes. Et nous allons notamment passer en revue rapidement les besoins et les solutions potentielles également pour adresser les risques liés au travail non rémunéré des femmes et notamment en milieu rural. Et nous allons voir particulièrement les cas des femmes du nord du Sénégal. Voilà. Donc, je vais commencer mon intervention en vous donnant un petit peu un aperçu du programme 3R d'ONU Femmes. Donc, on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît. Le programme 3R, déjà, qu'est-ce que c'est les 3R? Alors, les 3R, c'est la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail de soins, travail domestique non rémunéré des femmes. Donc, le programme 3R vise à développer des approches transformatrices, justement pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail non rémunéré, et cela dans le cadre des programmes d'autonomisation économique des femmes. Donc, c'est un projet qui a commencé en mars 2021 et qui s'y terminera à la fin de cette année, d'un budget d'environ 1,5 million de dollars américains, qui est financé grâce à l'appui d'Affaires mondiales Canada. Donc, pour les détails du projet, la zone pilote d'intervention, c'est la zone de la région de Saint-Louis. Donc, nous avons notamment les 13 communes qui sont réparties dans les 3 départements de la région qui font partie de ce pilote. Donc, dans le cadre de ce pilote, nous avons travaillé surtout avec les femmes membres du réseau des femmes agricultrices du Nord, donc le REFAN, avec lesquelles nous avons déjà beaucoup travaillé dans le cadre du programme AgriFed au niveau d'ONU Femmes. Bien sûr, nous travaillons main dans la main avec notre partenaire institutionnel, donc le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, et nous travaillons très étroitement avec le partenaire de mise en œuvre principal de ce projet, qui est donc l'ARD de Saint-Louis. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, très rapidement, nous allons, je pense, en revenir dans le cadre de la journée, les 3 R. Donc, reconnaître, réduire et redistribuer le travail non rémunéré. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance, il s'agit avant tout de s'assurer de la prise en compte du travail non rémunéré, cela dans les politiques, mais également dans les différents services, y compris la reconnaissance des normes sociales et des stéréotypes de genre, mais également des relations de pouvoir, bien sûr, qui sont liées au travail non rémunéré et à la répartition du travail non rémunéré entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est de la réduction, bon, c'est plutôt simple, la diminution du travail de soins non rémunérés, et cela, par exemple, par le biais, et notamment, je dirais, d'investissements dans les infrastructures, également dans les technologies qui permettent un gain de temps et qui soient, bien sûr, adaptés aux besoins réels
des femmes rurales. Nous pensons par exemple aux infrastructures routières, en matière d'accès à l'énergie, cuisson améliorée, etc. Finalement, il y a aussi l'aspect de la redistribution, à savoir le partage de ce travail non rémunéré, à la fois entre le ménage et la société, mais aussi au sein du ménage entre les hommes et les femmes. Donc, prochain slide. Donc, pour ce qui est des objectifs et des composantes du projet, très rapidement, donc l'objectif général est donc de contribuer à la suppression des obstacles à la participation pleine et égale des femmes à l'économie, et cela justement en réduisant, reconnaissant et redistribuant le travail de soins non rémunéré. Et nous avons pour cela deux objectifs spécifiques. Le premier, plus sur le plan, disons, politique, et le deuxième, plus sur le plan programmatique. Donc, pour ce qui est du premier objectif, c'est d'appuyer l'élaboration et également le renforcement des lois, des politiques, mais aussi, nous l'avons dit, des services qui sont portés par les gouvernements, à la fois au niveau national et local, et pour reconnaître et traiter la part disproportionnée du travail de soins non rémunéré qui est effectué par les femmes et les filles. Le deuxième objectif, c'est de fournir des services de soins aux coopératives de femmes et à d'autres organisations dans les zones rurales, notamment, pour justement réduire et cette fois-ci redistribuer le travail non rémunéré. Nous avons trois composantes et nous allons aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de cet exposé, se concentrer sur la troisième composante. Je pense que dans le panel et dans les autres interventions, nous allons pouvoir brièvement toucher aux autres composantes. Mais donc, ces composantes sont d'une part l'engagement communautaire et local, d'autre part le dialogue politique au niveau national, et finalement, justement, la composante liée aux approches et aux solutions innovantes pour faire face au travail non rémunéré. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, justement, pour ce qui est de cette troisième composante, nous pouvons avancer. Voilà, l'approche que nous avons adoptée pour cette composante. S'agissant d'une approche innovante, d'une solution innovante, quand on fait de l'innovation, il y a toujours le risque d'être à côté de la plaque, d'une part, d'autre part, de réinventer la roue. Donc, c'est pour éviter ces deux pièges que nous avons reparti cette composante du projet en une phase de recherche, suivie par une phase de mise en œuvre. Donc, dans la phase de recherche, nous avons justement et avant tout mené une identification des besoins pour comprendre mais quels sont vraiment les besoins réels des femmes, particulièrement les femmes agricultrices, parce que nous l'avons dit, c'est une étude qui a été menée avec les membres du REFAN. Mais quels sont leurs besoins, leurs contraintes, leurs problématiques en matière de travail non rémunéré? Le deuxième aspect sur lequel nous nous sommes arrêtés, c'est de cartographier un petit peu ce qui se fait déjà, quelles sont les solutions qui peuvent répondre directement ou même indirectement à cette problématique. Donc, nous avons réalisé une cartographie de l'écosystème et des solutions existantes, à la fois au niveau du marché, mais également du secteur public. Donc, cette phase de recherche a été menée grâce à l'appui du cabinet de recherche Amarante, dont nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Manoïzoa Boulier, qui a été la chef de projet qui a mené un petit peu ce travail de recherche. Donc, voilà, je pense qu'elle est là et elle pourra me corriger si je dis de bêtises, mais surtout, elle pourra compléter, elle pourra compléter un petit peu mon exposé, éventuellement voilà, reprendre à certaines questions techniques, par exemple sur la méthodologie de l'étude ou autre. Donc, voici pour la phase de recherche et ensuite, bien entendu, la phase de mise en œuvre où nous visons vraiment à piloter avec le marché, avec le gouvernement, des solutions potentielles, à les adapter un petit peu aux besoins que nous avons identifiés. Et pour cela, nous avons une approche qui vise d'un côté à renforcer l'offre, justement, pour ces services, pour ces solutions, mais de l'autre côté, à renforcer aussi les capacités, en l'occurrence des femmes rurales, qui vont pouvoir bénéficier de ces solutions et de ces services. Donc, il s'agit toujours de travailler à la fois pour le renforcement de l'offre, mais également de la demande, et cela à travers un renforcement de capacités notamment. Donc, voilà, je vais m'arrêter rapidement sur la méthodologie et les objectifs maintenant pour la phase de recherche,
Pour ce qui est de la méthodologie, c'est une étude, c'est un travail d'étude de recherche-action, donc vous l'auriez bien compris. À la fois, c'est une étude qualitative et quantitative qui a été menée auprès de 400 femmes membres du REFAN dans les 10 communes de la région de Saint-Louis et qui nous a justement permis d'identifier les besoins. Donc, il a été question à la fois de mener des questionnaires, des entrevues, mais aussi des focus group. Et je pense que le point fort de ce travail, c'est vraiment l'aspect qualitatif. Donc, nous savons qu'il y a déjà les enquêtes, le Time Use Survey, par exemple, donc l'enquête sur l'emploi du temps, qui nous donne des données très quantitatives. Il s'agissait ici vraiment de compléter cela pour aller vraiment comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques. Donc, un aspect qualitatif très important. Pour ce qui est de l'analyse de l'écosystème et des solutions potentielles, il y a eu une trentaine d'entretiens qui ont été menés avec des informateurs clés et des porteurs de solutions innovantes, que ce soit au niveau du gouvernement et du secteur privé, et également une revue de littérature. Et le but, bien entendu, c'était de comprendre les besoins. Si on peut rapidement revenir à la slide précédente, s'il vous plaît, merci. Bien sûr, de comprendre le besoin, mais aussi, in fine, d'obtenir des recommandations stratégiques qui nous permettent justement d'améliorer les conditions de vie des femmes rurales, leur environnement social, d'appuyer leurs AGR, mais aussi leur accès aux soins, au financement, etc. Et cela en voyant comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'innovation et de la technologie et des technologies numériques en tant que levier pour adresser ces besoins qui ont été identifiés. Donc, nous pouvons passer à quelques résultats clés de cette phase de recherche. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, donc nous pouvons avancer. Donc voilà, quelques résultats clés. Alors, avant tout, ça a déjà été bien mis en exergue dans l'exposé précédent. Les femmes qui ont été enquêtées, c'est confirmé, elles font une multitude de tâches à la fois. Donc, plusieurs activités à la fois rémunératrices et plusieurs activités non rémunératrices. Malgré cela, malgré le grand nombre d'activités rémunératrices qu'elles effectuent, elles sont à la fois parfois productrices, commerçantes, transformatrices, leurs revenus demeurent très, très faibles. Donc, je pense qu'on avait vu en moyenne autour de 50 000 francs par mois. Mais l'aspect le plus important qui est ressorti à travers les focus group, c'est que toutes ces activités rémunératrices qu'elles effectuent à longueur de journée, ils sont organisés autour de leur travail non rémunéré. Donc, leur journée est dominée par le travail non rémunéré, ce qui finit par impacter et déterminer le temps qu'elles peuvent consacrer aux activités rémunérées cette fois-ci. Donc, les catégories principales de travail non rémunéré, certainement, nous avons le travail de soins proprement dit, donc soins des enfants, soins au mari, soins aux enfants, soins aux aînés, et parfois, nous le verrons, beaucoup d'entre elles ont un proche qui est peut-être porteur d'handicap ou avec une maladie chronique au sein du foyer. Nous avons ensuite les travaux domestiques, nous le connaissons tous. Donc là, je ne vous parle pas de moyenne ou de médiane, mais il se trouve que chacune de ces différentes activités prennent plus ou moins 2 heures par jour. Donc, parfois, elles ne sont pas toutes faites la même journée, mais parfois, si. Donc, il y a eu des répondantes qui nous ont dit, eh bien, il y a des journées où nous consacrons plus que 12 heures par jour à ces activités non rémunérées. Donc, ce n'est pas une moyenne, je le répète, mais ça donne une idée vraiment de l'ampleur du phénomène. Prochain slide, s'il vous plaît. Je viens de le dire, la moitié des femmes qui ont été enquêtées, donc elles étaient 400, presque la moitié, ont d'ailleurs à leur charge un proche, soit avec un handicap ou alors un problème de santé chronique. C'est un résultat assez impressionnant, on ne s'y attendait pas. Et bien entendu, cela affecte leurs activités au quotidien, leur temps de travail et surtout leurs revenus. Bon, d'une part, nous avons une perte de revenus due aux dépenses médicales, mais d'autre part, nous avons une perte de revenus due au fait que, il n'y a pas de temps pour les activités rémunérées. Nous sommes ensuite un petit peu penchés sur des leviers potentiels pour les aider à faire face à ces problématiques, donc ceux de l'inclusion financière et de l'inclusion numérique. Et bon, ça a été assez surprenant et assez encourageant de voir que, sauf erreur, Manu, tu me corrigeras, 95% des femmes enquêtées avaient accès
à un téléphone portable. Donc, si on sait que, et je pense qu'il y a des études qui le démontrent très bien, si on voit quel est le potentiel pour réduire la pauvreté, par exemple, du mobile money, ça a été démontré à travers l'expérience de M-Pesa au Kenya, qui a sorti de la pauvreté 2% de la population du Kenya et qui a eu des impacts encore plus importants chez les ménages dirigés par des femmes. Donc, nous voyons que c'est potentiellement une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, la moitié, je pense autour de 45% des femmes qui ont été enquêtées, ont non seulement un téléphone, mais un smartphone. Donc, c'était aussi des chiffres assez surprenants. Je pense que parfois, nous sous-estimons un petit peu la pénétration des technologies numériques et mobiles, bien entendu avec des gaps toujours très importants entre les hommes et les femmes. Mais voilà, on s'est dit qu'il y a du potentiel, parce que si on pense aux services financiers, à l'e-learning, au e-commerce, il y a du potentiel. Par contre, c'est un potentiel qui est relativement peu exploité, parce qu'on a creusé un petit peu et on s'est rendu compte que, à travers les réponses qui nous ont été données, la plupart d'entre elles, en fait, utilisent des smartphones pour passer des appels. Donc, ce qui est très bien, mais il y a tout ce potentiel qui est inexploité. Donc, il y a vraiment un besoin là d'accompagnement sur ces aspects. Pour ce qui est de l'inclusion financière, qui bien sûr permettrait de faire face à ces risques et défis, elle est bien sûr très faible. Donc là, nous ne découvrons rien de nouveau. Les emprunts et l'épargne sont rares et surtout dans l'informel, avec un faible accès aux services formels. Nous nous sommes penchés un petit peu sur l'assurance et il y a une très très faible connaissance de l'assurance, mais d'autre part, il y a un fort intérêt. Donc il y a une forte, en tout cas, intérêt à payer pour l'assurance maladie. Après, il y a la question de la capacité de payer, qui est une autre histoire, mais l'intérêt est très fort. Par contre, le service financier qui est le plus connu, c'est celui du mobile money, bien sûr. 90% d'entre elles connaissent ces services. Non seulement elles disent que ça les dépanne, mais donc ça confirme ce qui a été déjà démontré ailleurs, ça leur fait carrément gagner du temps. Donc, c'est des impacts très importants aussi sur la time poverty de ces technologies qui sont ressorties. C'est le prochain slide. Voilà. Nous avons ensuite essayé de comprendre vraiment quels sont les défis et les besoins auxquels les productrices qui ont été enquêtées font face. Et nous avons toute une série, je vais passer assez rapidement. Voilà, la plupart, nous les connaissons déjà, mais elles ont certainement mis l'accent sur l'accès aux structures de santé et de garde d'enfants qui leur permettraient de mieux gérer leurs AGR, l'accès à des mécanismes pour améliorer cette fois-ci l'accès et le financement des soins de santé. Donc, nous pensons particulièrement à l'assurance maladie, et ceci pour elles, mais aussi pour leurs proches, bien entendu. Bon, appui pour démarrer des activités génératrices de revenus, appui financier, renforcement de capacité en matière d'entrepreneuriat, de leadership féminin, appui financier pour qu'elles puissent investir dans des équipements et des structures, que ce soit de stockage et transformation, ou même pour embaucher une aide domestique qui puisse justement s'occuper, les aider en tout cas à diminuer leur travail domestique. Mais aussi, il y a tout l'aspect lié à l'éducation financière pour une meilleure connaissance des services financiers disponibles qui parfois existent, mais elles ne les connaissent pas bien. Il y a une méfiance et bien sûr, ces services ne sont souvent pas tout à fait adaptés aussi à leurs besoins. Et comme je viens de le dire, il y a un besoin de sensibilisation aussi sur le potentiel du numérique. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, voilà un petit peu ce qui est le résumé des besoins, en tout cas de l'analyse des besoins que nous avons réalisés. Nous avons ensuite, comme je l'ai dit, essayé de réaliser une cartographie de ce qui se fait déjà et nous avons ensuite essayé de croiser les deux pour voir mais comment ce qui se fait déjà répond aux besoins de façon directe et indirecte, les besoins qui ont été identifiés. Et donc, bon, ça c'est certainement pas une découverte, mais ça vaut la peine, je pense, de le réitérer. La recherche a confirmé qu'il n'existe pas au Sénégal de solutions ou des mécanismes, qu'ils soient publics ou privés, qui adressent vraiment directement la problématique des risques et des chocs auxquels font face les femmes et qui sont liés au travail non rémunéré. Je pense que tout à l'heure, il y a une intervention, je pense, de Mme Dao qui l'a dit très bien. Par exemple, il n'existe pas de mécanismes qui permettent aux femmes qui prennent en charge des enfants ou bien des membres de leur famille qui sont malades, d'avoir accès, par exemple, à un mécanisme de protection sociale ou à un transfert d'argent. Donc,
voilà, il y a tout un travail à faire sur le plan politique en matière de plaidoyer sur le long terme à ce niveau-là. Mais l'objectif de ce travail de recherche n'était pas seulement de dire ce qui manque, mais c'était aussi de voir ce qui existe et de comment on peut déjà sur le court terme travailler avec ce qui existe. Et donc, nous avons identifié toute une série de pistes de solutions et de modèles innovants qui existent déjà et qui permettraient aux femmes de mieux faire face donc à ces pertes de revenus notamment qui sont liées à leur travail non rémunéré. Et il y en a plusieurs, mais les trois que nous voulons citer, c'est déjà l'accès au financement de soins médicaux, comme nous l'avons dit, pour elles, mais aussi pour leurs proches, et ceci, par exemple, via l'assurance santé. Mais il y a aussi la question de l'accès aux autres services financiers, notamment l'épargne, mais aussi l'accès au crédit pour le financement de leurs activités, mais aussi de leurs actifs. Et nous savons ici qu'il y a de nouveaux modèles de financement, par exemple le pay-as-you-go, donc des financements par répartition, qui peuvent vraiment faciliter leur accès aux actifs productifs, par exemple à l'énergie, aux sources modernes d'énergie, que ce soit pour des usages productifs ou domestiques, ou des techniques ou des technologies de cuisson améliorées qui leur permettraient de gagner du temps. Là, il y a tout un travail qui est possible et il y a des solutions, il y a beaucoup de petites, en tout cas, solutions qui sont en train de naître autour de cette piste. Et la troisième, c'est la piste du renforcement de capacités et de connaissances, notamment via les technologies mobiles, pour une compréhension accrue et un meilleur accès à ces genres de services, et notamment à l'assurance, qui semble être la moins comprise. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, voilà un petit peu rapidement l'analyse de besoins, l'analyse de la cartographie et comment on a pu mettre ensemble, essayer de croiser les deux aspects. Et ça nous a emmené une série de recommandations et une série de perspectives justement pour l'accompagnement du secteur public, du secteur privé dans la mise en œuvre de solutions innovantes qui peuvent répondre à ces besoins. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, les constats principaux que nous avons pu faire, c'est d'une part que une bonne partie des solutions qui existent déjà s'articulent autour de la formation donc des femmes rurales notamment, pour valoriser d'une part leurs AGR, leurs activités rémunératrices, pour optimiser leurs revenus et donc indirectement, je dis bien, compenser les risques de perte de revenus auxquels elles font face, dès par leur travail non rémunéré. Mais nous avons aussi pu constater et confirmer que les moyens technologiques innovants, nous pensons notamment aux services financiers mobiles, mais également à des applications et des canaux mobiles, par exemple guidés par la voix pour des formations, ils constituent véritablement des leviers indirects encore de compensation de risques liés au travail non rémunéré. Ils sont pratiques et ils sont adaptés même pour les moins éduqués. Nous pensons surtout au serveur vocal interactif, donc le canal voix. Et surtout, comme nous l'avons déjà vu et répété, ça leur permet vraiment de gagner du temps précieux, qui est un enjeu vraiment clé, je pense, aujourd'hui, quand on parle de travail non rémunéré. Mais la conclusion principale, la recommandation principale, c'est qu'il y a vraiment des opportunités de travailler à la fois avec le gouvernement et à la fois avec le secteur privé, donc le marché, notamment des fintechs qui sont actifs dans l'assurance, l'épargne mobile et le financement d'actifs, pour adapter, pour en tout cas les accompagner à adapter leurs services, leur business model, pour qu'ils soient plus proches des besoins de 50% en tout cas de la population, peut-être un tout petit peu plus. Donc les besoins que nous avons identifiés, notamment les besoins en matière d'accès au financement des soins médicaux pour les femmes et leurs proches, mais aussi les besoins en termes d'accès à l'épargne et en termes de financement de leurs actifs et de leurs activités rémunératrices. Donc voilà un petit peu globalement les pistes principales. Et dans le prochain slide, s'il vous plaît, nous allons je vais rapidement vous donner un aperçu de ce qui se fait dans le cadre de ce pilote. Donc nous avons de concert avec l'ARD et nous sommes en train de travailler ensemble avec l'Agence pour la couverture maladie universelle, et cela donc pour concevoir des produits et des services qui soient un peu mieux adaptés aux besoins des femmes rurales et qui leur permettent
donc d'accéder à un système d'assurance, donc pour mitiger un petit peu indirectement quand même le risque de perte de revenus. Nous avons donc 3 volets principaux sur lesquels nous allons travailler ensemble avec la CMU. Je pense qu'il y aura l'occasion d'aller plus dans les détails tout à l'heure, parce qu'il y aura une intervention de nos collègues, justement. Mais les 3 volets sur lesquels nous allons travailler, justement, comme on l'a dit, l'importance de renforcer la demande, mais l'importance aussi d'adapter son offre de services, et également, quand il s'agit d'assurance, on parle de prime, donc l'importance d'identifier des modèles importants pour avoir des mécanismes durables pour le financement de ce service. Donc, pour ce qui est du renforcement de la demande, nous sommes en train de mettre en place des formations qui sont à la fois traditionnelles, mais à la fois aussi des formations via le téléphone mobile. Et celles-ci, elles permettent non seulement d'améliorer les compétences et les connaissances de la cible, mais aussi de minimiser l'impact des formations sur leur emploi du temps. Parce que les formations mobiles, on peut y accéder à tout moment, en fait, ou du moins quand ça nous arrange le plus. Alors que les formations traditionnelles, on le sait, on est tous assis et voilà. Donc, ça peut avoir plus d'impact sur notre emploi du temps. Donc, pour ce qui est de l'adaptation de l'offre de service, nous sommes en train de travailler ensemble sur des modalités incitatives, mais aussi sur des canaux numériques. Et la CMU, on a déjà nombreux, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui aussi aideront à compenser ces risques de perte de revenus en cas de maladie au niveau du foyer. Et donc, pour ce qui est du 3e point, c'est justement des mécanismes pour assurer le financement de ces services, mais également pour faciliter l'enrôlement des femmes rurales. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous visons donc à signer une convention entre la CMU, le projet et le REFAN qui donc va un petit peu nous aider à aller tous dans la bonne direction, en sachant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais donc, voilà un petit peu certaines parmi les pistes pour des solutions innovantes, des approches innovantes pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Donc, merci. Donc, de manière générale, M. nous a présenté des solutions locales pour reconnaître réduire sur le travail de soins non rémunérés. L'intérêt, c'est son processus de recherche-action qui est porté sur un domaine de concentration à la fois géographique et lié à des filières productives. Et il a bien voulu aussi partager avec nous l'approche méthodologique dans la phase de recherche et qui a débouché sur des résultats en termes d'identification des besoins et de cartographie de l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on avait dit ce matin sur la polyactivité, on voit ici aussi le rôle d'amortisseur des femmes, les femmes Women Agency, et en termes de travaux de soins, de travaux domestiques et travaux communautaires. Il a beaucoup insisté sur les charges domestiques qui engendrent des pertes de revenus et de dépenses médicales supplémentaires. Mais un élément essentiel, c'est l'inclusion numérique. On le voit dans nos zones rurales, il y a une bonne pénétration, en tout cas, de la technologie et qui peut aussi créer d'autres opportunités, en tout cas, d'emploi et de revenus. Mais au regard, en tout cas, des défis et besoins auxquels font face les femmes, surtout les femmes rurales, mais celles enquêtées avec un échantillonnage assez quand même pertinent, c'est au niveau des questions d'accès aux structures de santé, en termes de proximité et de qualité, l'accès aux soins, l'accès aussi à des matériels équipements de soutien. Il a mis l'accent sur le besoin d'épargne. Qui épargne peut investir. Et aussi l'investissement pour porter effectivement sur la valorisation de leurs actifs productifs et aussi en termes d'intrants agricoles. Avec un accent particulier sur le renforcement des capacités et des connaissances. Il a fini donc par donner un certain nombre de messages et aussi de recommandations qui, si on essaie en tout cas de bien analyser et de les valoriser en tout cas dans notre plateforme d'alliance et de partenariat,
avec les institutions de recherche et action, mais les programmes qui ne sont pas forcément des institutions de recherche ou de formation, mais qui développent des activités à la base sous la finalité, avec une comme finalité le fait d'avoir un levier transformatif et aussi sensible au genre. Je m'en vais maintenant donner la parole à notre frère Ousmane Sow. Ousmane Sow va nous présenter les réformes locales sensibles au genre à travers l'inclusion de la thématique du 3R dans les plans de développement locaux. Vous voyez donc les deux communications, en tout cas, sont liées et devraient nous permettre, au cours des discussions, de pouvoir approfondir certaines questions. Je vous remercie, monsieur. Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Donc, c'est un honneur pour moi, un réel plaisir d'être là, partager une expérience qui porte une couleur des territoires, avec comme modérateur une référence pour moi, de par son parcours, mais également de par la sagesse qu'il incarne du point de vue du management, en tout cas des politiques publiques qui relèvent de son ressort. Mais c'est quelqu'un aussi qui nous a beaucoup marqué par son engagement en faveur de la femme. Et il a beaucoup contribué, a beaucoup fait. Et nous sommes témoins des nombreuses initiatives sur lesquelles il a été à la tête au niveau de la région de Saint-Louis. Et donc, c'est une occasion pour nous de lui faire un hommage appuyé et vraiment, il mérite cet applaudissement. Ceci dit, nous sommes là pour partager cette expérience que nous avons menée avec ONIFAM dans la région de Saint-Louis, une initiative qui campe bien le contexte de la décentralisation où il y a une préoccupation majeure de s'orienter vers une territorialisation des politiques publiques. Et quand on demande de territorialiser les politiques publiques, forcément, les décideurs locaux, territoriaux, ont un rôle important à jouer. Mais également, surtout ce qui frappe dans ce programme, c'est l'entrée par la cible. Parce que le projet 3R a comme cible le réseau REFAN. Et le réseau REFAN, qui n'est nulle part ailleurs que dans les territoires, qui n'a pas de collaborateurs autres que les collectivités territoriales, et dont la plupart des leaders de ce réseau sont également des acteurs engagés dans les conseils municipaux au niveau de la région de Saint-Louis. Nous en trouvons aujourd'hui des maires adjointes, nous en trouvons des présidentes de commission, tout cela parce qu'elles ont su incarner un leadership qui leur permette, au-delà du plaidoyer qu'on a toujours fait en faveur des femmes, avec ce projet, nous sommes dans l'action. Les femmes sont en train d'agir pour transformer leur situation. Et ce que vous allez comprendre à travers ce projet-là, parce que j'ai bien fait cette introduction parce que c'est pour vous permettre de comprendre pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'importance d'une politique, d'une réforme des politiques locales. Et à travers ce projet, nous avons, avec l'accompagnement de REFAN, nous avons travaillé avec les collectivités territoriales. Et l'idée ici, c'est d'amener les collectivités territoriales à porter le combat, à porter le défi de la transformation de la situation des femmes au niveau des territoires, surtout en milieu rural. Allez-y, s'il vous plaît. Diapo. Donc tout cela, je vais m'en passer parce que mon prédécesseur, M. Lorenzo, est revenu déjà amplement sur ça. Mais ce qu'on veut surtout adresser ici, c'est qu'on puisse, à partir des territoires,
construire des solutions qui vont contribuer à lever les contraintes, les obstacles structurels à la participation pleine et égale des femmes et à l'économie en reconnaissant, réduisant, redistribuant le travail domestique rémunéré, comme l'a si bien rappelé M. Lorenzo. Compléter les programmes existants parce que nous sommes déjà dans l'action à travers des solutions basées sur des champs écoles portés par le réseau REFAN qui cherchent à, comment dirais-je, intégrer dans les stratégies productives des femmes les bonnes pratiques. Et à travers les champs écoles modèle FAO, le réseau REFAN est en train de développer un leadership autour de la formation par les pairs. Et ce programme intervient en complément de ces acquis que nous avons obtenus à travers l'action sur l'amélioration de la capacité productive des femmes de REFAN. REFAN, c'est le réseau des femmes agricultrices du Nord. Et là, nous avons cette composante sur le travail domestique qui répond aux leçons apprises qui indiquent qu'une attention insuffisante est accordée au travail domestique non rémunéré et à la gestion du temps quotidien des femmes. Allez-y. Et allez-y, tout ça, c'est les partenaires, etc. Nous sommes partis du cadre stratégique de référence, le niveau national, avec les réformes qui sont engagées par l'État à travers le PSE, qui donne une orientation, une ambition pour donner beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de place, de rôle aux femmes, parce que nous sommes un pays qui est en concurrence, en compétition avec le reste du monde, et on ne peut pas se soustraire des déterminants, des standards de ce monde. Et on ne peut pas avoir un peu partout dans le monde où les femmes comme les hommes sont positionnés comme acteurs de développement, de transformation, de propulsion de leur nation, alors qu'au Sénégal, on veut toujours rester dans des schémas, dans des stéréotypes où seulement le travail, le champ économique doit être le domaine réservé aux hommes. Ça, ce n'est pas productif quand on se réfère, quand on prend la posture développement nation. Et cela nous amène à dire qu'aujourd'hui, ces politiques-là ont donné la pleine prise de conscience du rôle qu'on doit faire jouer aux femmes. Et au-delà de cette vision stratégique, il nous faut les traduire en concret au niveau des territoires. Et pour les traduire au niveau des territoires, forcément, il faut construire, bâtir tout cela avec les acteurs des territoires. Et ces acteurs des territoires ne sont rien d'autre que la collectivité territoriale qui a la charge de définir la politique locale pour compléter l'action de l'État, mais parce qu'elle est proche des populations, des femmes, parce qu'elle est proche des organisations de producteurs, etc., avec ce dialogue interactif, on est plus en mesure de proposer des solutions adaptées, en tout cas aux conditions locales. Et c'est pourquoi, en prenant appui sur ces référentiels au niveau national stratégique, nous avons essayé de voir comment tout cela peut être traduit au niveau des documents de planification. Et bien qu'on peut passer, parce que tout ça c'est déjà dit, voilà. Et dans le document de planification, ce que nous avons fait, c'est quoi? Bien que dans les diagnostics classiques que nous faisions, nous mettions en exergue les problèmes vécus par les femmes, des territoires, des jeunes, etc., des personnes en situation de vulnérabilité, etc., etc. Mais cette fois-ci, nous avons dit qu'il faut pousser l'analyse. Et on ne peut pousser l'analyse que si seulement on agit d'abord sur les outils. Il faut qu'on change de grille de lecture. Et cette grille de lecture consisterait à intégrer dans le diagnostic des activités, de la situation des activités économiques, ce qu'on peut appeler le profil des activités différenciées selon le sexe. C'est-à-dire quand on va étudier le secteur agricole, on ne va pas seulement se contenter de dire quelles sont quelle est la production agricole, quelles sont les variétés, ou bien combien on a, etc. Non. On va essayer de dire l'activité, par exemple, de riziculture, comment ça se pratique. Quel est le rôle joué? On essaie de faire le scanning
de l'activité de façon approfondie, on regarde ce que font les hommes dans la pratique de la riziculture pour nourrir le territoire. On se pose la question, dans cette riziculture-là, est-ce que c'est seulement les hommes adultes qui sont impliqués dans le processus de production, ou bien est-ce que les enfants aussi, les jeunes sont impliqués? Et au-delà de ça aussi, on se pose la question, quid de la place des femmes? À quel moment la femme intervient? Et sur ce segment d'intervention, est-ce que c'est une activité qui est rémunérée ou bien est-ce que c'est une activité seulement qui est exercée de façon bénévole? Et combien de temps ça lui prend? Parce que souvent, vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent le monde rural, la présence de l'homme au niveau des champs, généralement, c'est à des moments très déterminés. Quand il faut faire les tâches qui demandent beaucoup de force de travail, beaucoup de force physique. Mais au-delà de cela, c'est pratiquement les enfants, c'est pratiquement les femmes qui s'en occupent. Hein? La préparation des semences, par exemple, la préparation de, comment dirais-je, pour la récolte aussi, c'est les femmes qui s'en occupent, etc. Et souvent, ce n'est pas des activités qui sont valorisées, comment dire, du point de vue numéraire. Et cela montre que, et pourtant, c'est des activités qui font prendre beaucoup de temps. Donc, le diagnostic déjà essaie de remettre en selle un peu la part, hein, et de reconnaître au moins le rôle que la femme a joué dans tout le processus de production, en tout cas d'exercice d'une activité économique qui détermine, en tout cas, les conditions économiques du territoire. Et ce même angle d'attaque est appliqué pour ce qui concerne le profil sur le contrôle et l'accès aux ressources. Ce n'est pas seulement les ressources en termes donc, de facteurs de production, comme la terre, ou bien, en tout cas, comme les moyens de travail, etc. Mais aussi, on s'intéresse aux ressources même liées à l'environnement du travail, comme par exemple l'accès au crédit. Est-ce que c'est plus facile pour les hommes, etc. Est-ce que dans le schéma d'octroi des crédits par les institutions financières, est-ce que les groupements de femmes, etc., est-ce qu'elles sont prises en compte dans le processus? Tout cela, c'est des questions qui sont posées et il y a des grilles de lecture que nous avons élaborées pour que partout où on doit faire le diagnostic du territoire, qu'on puisse refléter en tout cas la situation des femmes au niveau, dans tous les secteurs. Et cela ne se passe pas seulement que dans le secteur économique, même dans le secteur social, comme la santé, on se pose ces questions-là. En cas de maladie, comment on se comporte? Comment est-ce que le service, comment la population, le ménage va utiliser le service santé? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est l'homme? Ou bien est-ce que c'est la femme? Ou bien est-ce que c'est? Donc, toutes ces questions-là sont posées, c'est pour nous permettre de pouvoir identifier les contraintes, en tout cas les pesanteurs qui font que souvent, pour exercer, en tout cas, dans les mêmes conditions de performance que les hommes, peut-être quelquefois les femmes peuvent être vraiment très défavorisées. Et ce même angle d'attaque est poursuivi sur la phase de planification où on s'interroge sur, pour chaque catégorie d'acteurs, on s'interroge sur ses besoins prioritaires. Mais éviter, ce qu'il faut dire ici dans ce diagnostic-là, on évite d'avoir une section, un chapitre consacré à l'analyse genre. Parce que pour nous, ce n'est pas pertinent. La question de femmes doit être quelque chose de transversal. Ça doit traverser tous les aspects de la vie d'un territoire. Et c'est pourquoi on ne peut pas les avoir une section, on le faisait avant. Mais cette fois, on a dit que ce n'est pas pertinent, il faut l'intégrer autrement pour avoir sa présence, sa prise en charge à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'on le fait au niveau de la planification, où on identifie les besoins prioritaires des hommes. Pour les hommes, les hommes vont exprimer leurs besoins prioritaires et on donne la possibilité aussi aux femmes d'exprimer leurs besoins. Parce que quand on parle de l'agriculture, le besoin prioritaire de l'homme peut-être ne pas être. Et on a constaté que du point de vue même des outils de production, des outils de travail, seulement on considère que les besoins des hommes.
Mais les femmes, ce dont elles ont besoin pour comment dirais-je, exercer leur activité, souvent ce n'est pas suffisamment pris en compte. Et c'est là, le document de planification doit mettre ça en exergue pour que dans la politique locale, le conseil municipal puisse prendre conscience qu'il est nécessaire de différencier parfois, en tout cas, l'offre de solutions au profit donc, des citoyens qui sont au même titre, en tout cas, ils ont les mêmes droits et aussi les mêmes besoins d'assistance pour s'épanouir au niveau du territoire. Et voilà, nous avons essayé pour faciliter un peu l'exploitation, l'opérationnalisation de ces documents de planification, nous avons un peu épousé la méthode gestion axée sur le résultat, où une fois qu'on maîtrise le problème, on essaie de traduire cela sous forme d'objectifs en termes de changement de situation. Et cet objectif-là, souvent est lié à des objectifs spécifiques, et chaque objectif spécifique est relié à des résultats. Et ce sont ces résultats qui vont être déclinés sous forme d'extrants. Et ce sont ces extrants-là qui vont essayer, donc, qui vont être un peu les leviers sur lesquels la collectivité va agir en termes de construction de salles de classe, ou bien construction de garderies d'enfants, ou bien aménagement de fermes pour les femmes. Cette fois, c'est dans les documents de planification que nous avons réalisés récemment. Vous ne verrez plus, par exemple, seulement pour un secteur agricole, réalisation, aménagement de périmètre pour point. Non, on va dire aménagement de périmètre de tant d'hectares pour les groupements de producteurs et aménagement de temps de périmètre pour les femmes. Ou bien, à défaut, on met aménagement de temps d'hectares avec au moins tant de pourcents réservés pour les groupements de femmes, etc. Et là, je pense que ça a apporté une plus-value dans la prise en charge donc, de ces besoins prioritaires des femmes. Et là, nous avons des cadres de dialogue que nous mettons en place pour le suivi de la mise en œuvre, donc, etc. Et ça permet, en tout cas, à l'ARD, et c'est ce qui lui facilite la possibilité de formuler des programmes qui sont portés par ces maires, ces collectivités territoriales qui ont la possibilité, en tout cas, d'être en relation de coopération avec, en tout cas, des partenaires. Et nous avons déjà, à partir de ces documents de planification, la matière pour justifier la pertinence de mettre en place tel ou tel programme, parce que nous aurons déjà avancé suffisamment sur le cadre de résultats pour pouvoir agir sur la transformation. Enfin, je vais terminer sur ce dernier diapo, sous forme de recommandation, où le défi, c'est, ou bien les activités sur lesquelles nous sommes en train d'agir, c'est le renforcement de capacité, parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement de mener des actions en termes d'apporter une solution. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut d'abord, quelqu'un tout à l'heure, une dame a parlé comment dirais-je, du fait qu'il y a encore un déséquilibre, des disparités du point de vue de la propriété foncière. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la loi est faite de telle sorte qu'il n'y a plus cette discrimination. Au contraire, il y a même une discrimination positive. Parce que ces dernières années, le ministère de l'Agriculture même a été jusqu'à prendre un arrêté pour fixer un quota pour les femmes dans toute affectation. Mais il faut que les femmes connaissent ces dispositions-là. Donc, le travail à faire, aujourd'hui, le défi, et c'est cela la pertinence de passer par des réseaux comme REFAN pour porter ce combat-là, c'est d'amener, d'outiller les femmes en termes d'arguments. En termes d'arguments et d'éléments d'évidence pour porter elles-mêmes leur plaidoyer auprès de leur père. Et c'est à ce prix-là, aujourd'hui, lors des dernières élections, nous avons constaté que le leadership, en tout cas des femmes membres du réseau REFAN, c'est davantage affirmé. Et on a vu pour la première fois pratiquement l'ensemble des présidentes de département au niveau de REFAN. Aujourd'hui, on en a même une honorable députée qui est sortie, qui était une femme très dynamique. On en a des adjoints au maire. Il y a Madame le maire de Ross Béthio Ndaïgué, que vous connaissez très bien, qui a beaucoup travaillé sur les questions de femmes et les questions de développement agricole, qui est là et qui a affirmé, grâce à sa connaissance
des réalités des femmes et qui a su s'imposer en tant que femme et qui n'a rien à envier aux hommes, par exemple. Et je pense que c'est ça le défi. Il faut beaucoup agir sur le renforcement des capacités, pas seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Donc, les autorités locales doivent aussi être renforcées parce que le monde est en train de subir une mutation et le Sénégal doit opérer ces mutations. On ne peut pas être dans les mêmes logiques qu'il y a 100 ans. Ce n'est pas possible. Nous avons des défis et notre logique doit être de nous positionner par rapport à ces défis. Et le défi que le Sénégal a aujourd'hui a besoin que tous les fils, filles, enfants du pays puissent se positionner chacun par rapport à ses capacités à apporter sa modeste contribution. Et cela, il faut également qu'on s'épaule mutuellement, que les hommes, dans ce que les femmes doivent apporter comme contribution, les hommes doivent les accompagner. Dans ce que les hommes doivent apporter comme contribution, les femmes doivent les accompagner. Dans ce que les jeunes peuvent apporter comme contribution, les adultes doivent les accompagner. C'est cette logique-là systémique qu'il faut en tout cas engager pour permettre à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. J'ai été un peu long, on m'avait donné 15 minutes, je crois l'avoir un peu dépassé. Je vous remercie. Merci. Je pensais que j'étais l'un des rares hommes, tant que votre allié, subjectif et objectif. Mais je vois que mon frère Ousmane s'engage résolument dans la défense des droits des femmes et l'autonomisation économique. L'exercice est intéressant, pourquoi? Parce que les deux communications se complètent. Ici, l'originalité, c'est que c'est une institution locale, en fait, l'agence qui est chargée d'appuyer les collectivités territoriales, qui accepte de prendre en charge l'opérationnalisation des 3R à travers leur systématisation dans les différents outils de planification. Et je pense que Mme Dieynaba Ndiaye a un exemple intéressant à partager à l'époque. On faisait de la prose sans le savoir ou sans le dire, mais vous aviez fait une bonne articulation du niveau quartier, village, jusqu'au niveau des décisionnels, au niveau des collectivités en termes de planification, les plans de développement de quartier, les PIC, etc. Et maintenant, le plan de... Et ça, je pense que c'est intéressant de voir une agence ARD qui travaille en partenariat avec le réseau des femmes pour prendre en charge, en tout cas, ce triptyque des 3R. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est des objectifs de transformation. Et il s'agit de supprimer aussi les obstacles structurels et conjoncturels qui annihilent le potentiel d'initiative et de capacité productive des femmes, en faisant la promotion de l'équité et de l'égalité de genre, mais qu'on ne doit pas banaliser. Quand on parle de genre, les gens se mettent à rire, mais c'est du sérieux. Moi, je le vis depuis très longtemps, et je pense que si on n'arrive pas à l'intégrer, à changer l'environnement pour systématiser cette culture de prise en charge de l'équité dans nos approches conceptuelles et dans nos modes opératoires, on va toujours tourner à rond sans pouvoir atteindre en tout cas nos objectifs finaux. Et dans sa présentation, donc, le concept de gare, la gestion axée sur les résultats, mais de manière désagrégée et de manière smart a été proposé. Il est intéressant aussi de noter les principales étapes d'intégration du diagnostic, de la phase diagnostic à la phase planification. Je ne veux pas reprendre votre communication. Vous m'avez fait en tout cas, disons, un hommage, mais je vous le dois vous aussi, parce qu'à l'époque, quand on parlait de protection sociale, on rasait les murs parce que personne n'y croyait. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose de bien partagé dans tous les processus. Je disais ce matin que c'était le chaînon manquant, mais le fait aussi d'intégrer cette dimension, je pense que peut constituer une valeur ajoutée appréciable. On a une
une autre session intéressante après avec sur la feuille de route, mais je voudrais ouvrir les discussions pour celles ou ceux qui souhaiteraient prendre la parole. Mais on me demande d'essayer vraiment d'avoir 3 à 5 intervenants. Je ne sais pas si c'est un élan démocratique ou pas, mais je sais parce qu'on est en séance plénière, mais on sait aussi qu'on a d'autres contraintes aussi liées à l'agenda. Donc, vous pouvez donner votre nom, comme ça, ce qui me facilitera en tout cas. Je m'appelle Julie Cissé. Je suis la directrice exécutive de GIPSOAR, qui est un réseau de femmes agricultrices en zone périurbaine et en zone rurale. Et nous sommes activistes des droits fonciers des femmes, partie prenante de l'initiative Kilimanjaro pour l'accès des femmes à la terre. Je voudrais rebondir, après avoir félicité nos 2 panélistes, sur notre farando, comme on a l'habitude de les nommer, ces hommes qui croient au combat des femmes, pour dire que par rapport à ce fameux circulaire du ministère de l'Agriculture, et je parle sous le contrôle de mes aînés qui sont dans la salle, nous avons applaudi, mais nous avons dit à monsieur le ministre qu'il peut et qu'il doit mieux faire. Le Sénégal a pris des engagements. Parce qu'en 2021, l'Union africaine a pris une importante décision en intégrant les 15 demandes de la charte de Kilimanjaro dans les référentiels des politiques africaines foncières. Et dans cette demande, dans ces 15 demandes, c'est au moins 30% des terres agricoles aux femmes agricultrices. Donc, si le ministère nous brandit un circulaire de 15%, on applaudit, mais on dit peut mieux faire. Je parle sous le contrôle de la présidente Diouf Bay, Korka est là, Ndeye Gaye. Le ministère doit, pour respecter ses engagements au niveau de l'Union africaine, aller. Et je me rappelle, en son temps, c'était monsieur le secrétaire chargé des organisations paysannes qui nous allait même au-delà de 30% des terres agricoles. Nous l'exigeons parce que c'est un engagement et monsieur le président Macky Sall est président de l'Union africaine. L'autre point, c'est par rapport à cette analyse spécifique genre. Elle nous permet de rendre plus crédible notre argumentaire. Donc nous ne sommes pas à votre niveau. Donc jusqu'à présent, nous essayons d'avoir ces outils qui nous permettent de faire cette analyse spécifique et de mettre à nu les disparités. La répartition qui n'est pas équitable concernant les ressources avec grand R. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acquis, mais nous demeurons fermes sur certains engagements au niveau continental, régional et international. Le Sénégal doit aller de l'avant. Je voudrais aussi dire 2 mots par rapport à ce travail non rémunéré. Je voudrais saluer nos farandos, nos sœurs de l'AGS. Je me rappelle une étude où on mettait en exergue effectivement ce travail domestique non rémunéré. Ça avait fait un tollé. Qu'aujourd'hui, que des études mettent à nu cette nécessité de se pencher sur ce problème, nous le saluons. Mais nous avons l'habitude de dire qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de vœux pieux du gouvernement, mais nous réclamons 3 choses. Action, action, action. Maintenant, l'innovation avec RIFAN, c'est de voir une institution de l'État vraiment appuyer ses sœurs, parce que ce que vous avez fait en tant qu'ARD de Saint-Louis est un exemple vulgarisé au niveau national, à mon avis. Il faudrait que ces institutions, ces services de l'État puissent aller auprès des réseaux, des organisations féminines pour appuyer. Et hier, on a salué ce projet appuyé par des partenaires qui
veut améliorer le service de l'administration pour les usagers et nous avons posé certaines recommandations pour ces femmes agricultrices. Je m'excuse d'avoir été long et je termine par dire que par rapport à la création de richesses, nous sommes en train de faire une analyse des relations de pouvoir. Parce qu'au niveau agriculture, il y a les périmètres gérés par les femmes pour les femmes. Elles ont le pouvoir de décision dans ces périmètres. Mais nous avons nos exploitations familiales, où vous l'avez dit, la femme et ses enfants constituent 72% de la main-d'œuvre. Mais qu'en est-il de la répartition? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que je me limiterai à dire que c'est Madame Diagne encore. Je me fatigue un peu cette matinée. Et comme je me rattrape par rapport à la journée d'hier. Alors, je voulais d'abord m'associer à l'hommage vraiment à l'endroit de notre grand frère et j'allais dire soutien et mentor, hein, parce que nous aussi, nous avons beaucoup bénéficié de son soutien, de son appui, de ses conseils. Et vraiment, c'est quelqu'un de très important dans le processus. Nous n'avons pas les mots pour le remercier. Cela dit, j'avais deux aspects à aborder. D'abord, concernant la présentation de M. Lorenzo, avant d'en venir à celle de M. Ousmane Sow. Alors, par rapport à M. Lorenzo, je voudrais, après vous avoir félicité par rapport à la qualité de l'intervention, insister sur 3 points. Le premier, c'est d'abord pour nous réjouir de l'analyse que vous avez faite sur l'écosystème. Je pense que c'est une approche à saluer et à pérenniser dans la mesure où nous sommes dans une, j'allais dire, dans une phase, comme disait tout à l'heure ma sœur qui intervenait avant moi, une phase d'action. On a besoin d'action et on a besoin d'action utile. Donc, et pour avoir une action utile, un impact utile, il ne faut pas refaire ce qui existe déjà ou bien revenir sur des questions déjà réglées. Donc, la maîtrise de l'écosystème pour savoir ce qui existe, pour pouvoir en rajouter ou corriger aux besoins, je pense que c'est une bonne approche qui doit être, en tout cas, pérennisée dans les... Le deuxième point que je voulais aborder concerne les besoins. Vous avez pointé un besoin important, c'est la formation. Ma sœur qui a parlé avant moi, Madame Julie, je pense, elle l'a pointé, c'est vrai, on a toujours besoin de faire des formations sur le plaidoyer, la compréhension du concept, tout ça, c'est très bien. Mais je pense que de l'autre côté, nous devons aussi favoriser davantage les formations ciblées, concrètes, par rapport, surtout à partir des études si intéressantes que vous venez de partager depuis ce matin, qui nous donnent des données, qui nous donnent des informations et qui nous pointent les besoins de manière claire. Alors, je veux juste citer un exemple. Nous avons toujours compris et observé que les femmes ont des difficultés généralement à pérenniser certaines activités quand ces activités, excusez-moi, atteignent un certain niveau d'importance. Alors, pourquoi pas, dans ces zones rurales, aller vers des formations sur l'analyse financière, mais simplifiées. Il suffit juste de leur donner quelques outils dans leur langue nationale pour qu'ils arrivent à appréhender des concepts de gestion financière importants, notamment le fonds de roulement, quelle est la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice, ainsi de suite, pour ne pas être trop long. Donc, regardez ces types de formations importantes pour une activité, pour la pérennisation et les simplifier. On n'a pas besoin d'être de grands experts pour certaines choses. On veut juste avoir une idée et des concepts clés que les gens maîtrisent, parce que les femmes sénégalaises, comme toutes les femmes d'ailleurs, c'est des personnes douées d'une grande intelligence. On les sous-estime. Je donne l'exemple, je parle sous le contrôle de l'honorable député. Quand j'ai été chargée dans les années 2004 d'appuyer le Parlement pour la compréhension du budget national sur la nomenclature budgétaire qu'on a jugée entre guillemets technique, j'ai juste
travaillé, j'ai juste fait une petite formation, c'est-à-dire pendant que les spécialistes vont faire peut-être 2 ans pour apprendre la nomenclature, en 30 minutes, un système de classification et de codification, tu leur apprends ça en Wolof, et elles comprennent. Voilà, c'était juste un exemple pour dire que l'analyse financière me paraît être importante dans la gestion des activités rémunératrices pour les femmes rurales surtout. Le troisième point et le dernier par rapport à M. Lorenzo concerne une proposition que je voulais faire parce que j'ai trouvé toutes ces études très, très intéressantes. Mais je pense que dans nos espaces, peut-être que je ne suis pas à jour ici, et je m'excuse si c'est le cas, mais il faut qu'on aille vers des espaces partagés d'informations. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'études, mais tout le monde n'est pas au courant. Si vous n'avez pas participé à un colloque, vous n'avez pas l'information sur le colloque. Il faut qu'on arrive à démocratiser l'information. Et ça va participer également à rendre plus utiles nos interventions, parce qu'on ne va plus revenir sur des choses qui existent. On va, comme il l'a dit d'ailleurs, parce que dans sa recherche, il est parti d'une étude qui a été élaborée par un autre cabinet. Ça, par exemple, c'est quelque chose de bien. C'est comprendre, ça fait partie de la compréhension de l'environnement et c'est une démarche scientifique très, très intéressante. Voilà, et je voudrais maintenant, pour ce qui concerne la deuxième intervention, me réjouir vraiment globalement de la présentation et de son approche, et surtout l'importance de voir que la planification locale prend en charge les besoins spécifiques des femmes. Je voudrais juste peut-être attirer l'attention du directeur pour qu'il veille également sur l'articulation entre la planification et le budget. Parce que la planification, c'est une chose et c'est important qu'on identifie des besoins et des activités dans la planification, mais il y a, avant d'en arriver à la réalisation, il faut que les budgets des communes soient en phase très articulée. Donc, et vous veillez à ce que cette articulation soit, parce que c'est souvent un problème dans nos institutions. Je vous remercie. Merci. Alors, mes propos concernent 2 points. Le premier, il est en rapport avec le cadre de dialogue évoqué dans la première présentation, dans le cadre de la phase recherche qui a marqué ce projet dans la région de Saint-Louis. Alors, ma question, c'est est-ce que dans ce cadre de dialogue, on retrouve... c'est un rapport avec un second élément qui est apparu dans la deuxième communication, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Alors, puisque le résultat, il est articulé à un objectif. Le cadre de dialogue est un processus permettant de réaliser ces résultats-là. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe un forum périodique, je souhaiterais annuel, qui permettrait de faire le point par rapport aux résultats qui sont engrangés? Donc, c'est dans la mesure où la problématique a été intégrée à la planification locale, si c'est ce que j'ai cru comprendre, si c'est intégré à la planification locale, il est normal qu'il y ait un moment où on s'arrête pour voir par rapport à ce qui a été planifié, qu'est-ce qui a été enregistré comme résultat. Et partant, maintenant, pouvoir réorienter les politiques en conséquence. Donc, fondamentalement, l'idée, c'est que cette expérience qui a eu lieu dans la zone nord puisse être évaluée et capitalisée afin d'une extension dans les autres communes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de territorialisation des politiques publiques. Donc, les communes constituent les théâtres opérationnels de toutes les politiques au niveau central. Et c'est sur les territoires que se font les résultats. Et ce sont ces résultats par rapport auxquels le Sénégal est engagé. Donc, toute conquête au niveau territorial est capitalisée, c'est la somme de ces conquêtes qui positionne le Sénégal par rapport à ses engagements internationaux. Tout le sens de la gestion axée sur les résultats. Et ça m'amène au second point de mes propos, c'est la nécessité d'une synergie qui a été ici évoquée. On a vu dans la zone nord, entre l'ARD d'une part et un réseau de femmes.
Mais je crois que c'est à systématiser. Il faut développer une synergie entre les familles d'acteurs parce qu'on est dans un contexte multi-acteurs. Et particulièrement la synergie institutionnelle. Tous les services sectoriels, parce que la problématique de l'autonomisation des femmes, c'est les transversales. C'est plusieurs secteurs qui sont interpellés. Donc, sur le terrain, il faut qu'on arrive à une mobilisation de tous les secteurs par rapport aux résultats qui sont définis dans les plans locaux et qu'à terme, on puisse évaluer. Moi, je verrais bien un forum annuel dans chaque département pour faire le point par rapport aux avancées concernant l'autonomisation de la femme. Et ça permettrait de déboucher sur un rapport qui pourrait remonter et alimenter éventuellement un rapport au niveau donc du ministère de la Femme, lequel établit un rapport pays, je le rappelle, chaque année par rapport aux engagements du Sénégal. Voilà, merci. Merci, monsieur le modérateur, et merci aux panélistes pour la qualité de leurs interventions. Donc, très rapidement, moi, je crois que toutes les femmes ici sont très flattées, très heureuses de voir qu'il y a au moins des hommes qui n'ont pas besoin d'être convaincus parce qu'ils sont déjà très, très engagés dans le domaine de la protection des droits des femmes. Et cela me rappelle qu'en 2017, j'ai été vraiment choquée par une descente qu'on avait faite avec l'ASDU au niveau de Ross Béthio. Et les femmes nous avaient expliqué qu'elles avaient obtenu un champ qui se trouvait dans le bas-fond et qu'on a visité d'ailleurs. Parce que toutes les eaux, après, se déversaient sur le champ et c'était des pertes sèches pour le groupement de femmes. Et vu que ça a changé, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Alors, pour ce qui est du CRES, moi, j'aimerais bien que le CRES puisse se pencher sur l'impact du travail non rémunéré dans la carrière des enseignants-chercheurs. C'est énormément difficile parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement au niveau de la maison et on sait ce que c'est nos maisons. Vous pouvez perdre 3 à 4 heures à prendre soin des enfants, du mari, de quelqu'un qui est passé de la famille de ta famille ou de la famille du mari, etc. Énormément de difficultés qui empêchent à la femme de prendre les heures que l'homme, lui, prend allègrement pour faire sa recherche. Donc ça, c'est un problème pour les universitaires. Alors, est-ce qu'il y a aussi des perspectives de duplication, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de ce programme 3R dans les autres communes? Parce qu'on sait que le développement ne peut se faire qu'au niveau local. Donc, c'est extrêmement pertinent, mais est-ce qu'il y a la possibilité, si le programme devrait s'arrêter là, ce serait vraiment, vraiment dommage. Alors, je vous remercie pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup pour vraiment les réactions très positives. Sur l'application, en tout cas de la directive de l'UEMOA, je pense que nous en prenons bonne note, hein? Mais nous, notre souci, c'est juste le droit. Pour nous, le droit, c'est quelque chose qu'on ne va jamais donner. La place des femmes, pour nous, c'est aux femmes d'aller prendre leur place. Une chaise vide, elle est toujours occupée. Vous avez votre place, vous venez la prendre. D'autant plus que la loi donne la possibilité à la femme comme à l'homme de faire une demande d'affectation et de prendre, il y a une procédure à suivre. Et maintenant, si maintenant les femmes sont dans les instances de prise de décision, dans la commission domaniale, si l'adjointe au maire, hein, avec les autres conseillers, s'ils veulent influencer sur la prise de décision pour qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'affectation, mais elles ont les moyens aujourd'hui parce qu'elles ne sont plus en dehors du système, elles sont dedans. Donc c'est à elles de se donner, hein, les moyens de prendre leur place. En tout cas, pour nous, c'est ça le défi qu'il faut essayer de relever. L'autre aspect, sur les formations, nous sommes d'accord, hein, et déjà sur pas mal d'aspects, nous faisons des formations pratiques. Et avec le réseau REFAN, sur pas mal d'activités, par exemple sur la digitalisation, comment dirais-je, du commerce, pour l'accès au marché, etc., avec, comment ça s'appelle, le Buy From Women, hein, la plateforme Buy From Women. Mais nous avons formé les femmes sur l'application
Et c'est aux femmes elles-mêmes qui ont fait le travail d'enrôlement à partir des smartphones. Elles ont été outillées, capacitées, et c'est elles, on a responsabilisé, et c'est elles-mêmes qui ont fait de l'enrôlement en même temps de la sensibilisation auprès des femmes. Pour dire que nous sommes conscients sur ces formations pratiques destinées aux femmes et on va essayer de les renforcer. Mais mieux, en tout cas, nous, personnellement, nous avons l'ambition que les femmes se positionnent davantage en tant qu'entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneur, c'est-à-dire de monter son propre business, de recruter, de créer de l'emploi et d'inscrire son action sur du professionnalisme. C'est-à-dire, on ne peut pas être à la fois productrice, comptable, vendeuse, etc. Le métier de comptable, c'est un métier qu'il faut apprendre. Ça demande des compétences, des qualifications. Quand on a besoin de comptabilité, quand on gère un chiffre d'affaires à coût de millions, il faut avoir un comptable professionnel. Ce n'est pas la formation, la simplifiée, comptabilité qui va régler le problème. Pour nous, les femmes doivent s'inscrire dans cette montée en puissance, avoir de bonnes structures privées, dignes de ce nom, et avec des personnels compétents, et petit à petit, elles vont prendre leur place sur le champ économique. L'autre aspect, je prends bonne note de la recommandation de M. je pense, Diarra, sur l'idée d'avoir un moment, en tout cas de bilan annuel, sur un peu tout ce qui se fait. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, l'existant, et c'est ce travail, ce n'est pas facile, nous sommes en train de vouloir amener chaque collectivité à systématiser ce qu'on appelle un cadre de coordination et de suivi de la mise en œuvre du plan local de développement, avec des commissions thématiques, une commission qui doit être chargée de suivre tout ce qui est services sociaux de base, une autre commission sur tout ce qui est développement économique et une autre commission sur tout ce qui est gouvernance, gestion des ressources naturelles, environnement, etc. On a un peu calé sur les 3 axes du PSE, c'est pour pouvoir mesurer la cadence du territoire par rapport à cette ambition-là nationale. Est-ce que le territoire sera au rendez-vous de 2035 quand il s'agira d'arriver à l'émergence? Et c'est ça un peu. Et je pense qu'il serait intéressant à l'échelle départementale qu'autour du préfet et du président du conseil départemental, qu'on ait un moment pour évaluer un peu les efforts, les résultats qui sont ressortis un peu de ces initiatives territoriales. Donc, nous allons bien capitaliser parce qu'avec le partenaire UNIFEM, toutes les initiatives que nous mettons en œuvre, nous les capitalisons. C'est pour permettre aussi à UNIFEM de pouvoir appuyer d'autres territoires, en tout cas qui ont ces mêmes préoccupations. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont prévues dans la zone sud et je pense que ça va prendre appui de cela sur ce que nous sommes en train de faire à Saint-Louis. Et mieux, en matière de planification, nous avons un cadre harmonisé. Tous les outils que nous avons au niveau de Saint-Louis, nous les avons également dans les autres régions. Donc, pour les autres régions, il suffira simplement de vous rapprocher de votre ARD et vous aurez l'ensemble des outils que nous sommes en train de développer à Saint-Louis. Donc, en tout cas, merci pour les commentaires. Et pour la synergie, enfin, sur la synergie, je dirais qu'on n'a pas parlé du rôle des autres services techniques, mais dans la mise en œuvre du projet, par exemple, sur les aspects, comment dirais-je, allègement des travaux de soins, nous travaillons directement avec le développement communautaire et avec la direction de la case des tout-petits, qui sont vraiment les services les plus en verve sur cette thématique-là. Et nous mutualisons nos efforts du point de vue technique, comme également du point de vue, en tout cas, logistique, pour pouvoir accompagner ce processus-là porté par les femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sow. Je pense que vous avez plus ou moins déjà répondu à la plupart des interventions. Donc, je vais essayer d'être bref. Bon, c'était aussi pour la plupart des propositions et des remarques. Mais c'est pour dire que voilà, je conviens tout à fait avec, en tout cas, les commentaires de Mme Dow. Donc, par rapport à l'analyse de l'écosystème, c'est effectivement une approche que nous trouvons très importante. Vraiment, je le disais, je pense au début de mon intervention, l'important, c'est quand on innove, des fois, on est tenté de partir sur la tangente, mais je pense que c'est toujours très important de s'assurer est-ce que ce qu'on est en train de faire répond à un besoin réel et surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a déjà des initiatives en cours. Donc vraiment, c'était ça notre démarche et ça nous a permis d'identifier toute une série d'acteurs
au niveau du secteur privé, par exemple, que je n'ai pas cité par manque de temps, mais de petites initiatives qui mériteraient vraiment, en tout cas, un accompagnement, un support, par exemple, dans la digitalisation des services financiers, digitalisation des tontines, par exemple. Donc, c'est vraiment très important aussi parce que nous savons les ressources sont peu. Donc, il s'agit vraiment de concentrer, de travailler ensemble pour la même cause. Voilà aussi l'aspect sur la question des formations très spécifiques, tout à fait d'accord. En IFAM, nous avons déjà commencé cette démarche. Par exemple, comme l'a dit aussi M. Sow, avec l'ARD, il y a ces formations pour l'utilisation des téléphones mobiles, des technologies numériques, de la plateforme Buy from Women, entre autres. Mais c'est vraiment une formation plus globale pour en fait accélérer l'inclusion numérique. Très récemment, nous avons aussi, de concert avec la CNAS, donc la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, mis en place une formation aussi mobile, donc via le mobile, via le canal voix et en langue locale. Aussi, on a parlé de l'importance des formations en langue locale pour faciliter la compréhension en fait, des productrices de ce que c'est que l'assurance agricole. Parce que parfois, cette assurance vient avec un prêt, mais parfois, il n'y a pas forcément une bonne compréhension des enjeux qui sont liés à l'assurance agricole et de comment vraiment tirer parti de cela. Et nous sommes en train de répliquer donc ce modèle, ce pilote, par rapport à l'assurance santé, qui sont des enjeux, qui sont des concepts qui ne sont pas faciles en tout cas, mais que l'on peut rapidement, en tout cas brièvement, essayer de synthétiser avec des mots, comme vous l'avez très bien dit, appropriés et en langue locale. Donc, vous avez aussi fait une remarque sur les espaces partagés d'informations, mais c'était aussi, donc tout à fait d'accord, mais c'est aussi pour vous rassurer, les résultats de cette étude n'ont pas encore été publiés, donc c'est peut-être pour ça que vous les avez trouvés nulle part, c'était un petit peu en avant-première, mais nous sommes en train de développer en tout cas des briefs que nous allons diffuser rapidement. Voilà, l'idée de la capitalisation sur ce modèle, sur ce pilote. Donc, effectivement, c'est une très belle synergie. Là, je parle un petit peu sous le contrôle de Madame Djainaba, qui est donc la coordonnatrice du programme Sénégal, mais c'est l'ARD de Saint-Louis est vraiment un partenaire de choix pour ONU Femmes. C'est vraiment nous travaillons depuis longtemps ensemble, notamment par exemple à travers le programme AgriFed. Ça nous a permis vraiment de piloter beaucoup d'approches assez innovantes et de programmes assez innovants, et dans la mesure où les ressources seront là, nous visons véritablement justement à répliquer, à systématiser cette approche avec les différentes parties prenantes dans d'autres régions du Sénégal. Merci. Merci Lorenzo. Merci à Ousmane. Je pense que nous avons fait le tour en tout cas de nos travaux ou les deux sessions qui nous concernaient. Le périmètre d'analyse était intéressant et large parce que c'est des questions en tout cas interreliées, mais nos conférenciers et présentateurs ont eu un esprit de générosité pour partager avec nous l'essentiel en tout cas des résultats de leurs travaux sur le terrain. Et je pense qu'il faut remercier le CRDI et le CRES et tous les autres partenaires qui ont bien voulu organiser cette plateforme de dialogue de politique, d'échange et de partage sur les évidences scientifiques et en interpellant nos consciences individuelles et collectives. Je pense que nous devons systématiser ce genre de rencontres et ne pas attendre tous les 3 ans. Et il peut y avoir des perditions en termes de gains, d'analyse et aussi de bonnes pratiques. Mais je pense qu'il faut voir comment, en tout cas, davantage renforcer le partenariat entre les institutions de recherche et de formation, les universités, et les partenaires techniques et financiers aussi, les chargés de planification et de management des projets de développement. Nous visons tous la même finalité, c'est le bien-être de nos familles, mais nous ne pouvons pas le réussir si chacun de son côté essaie de développer des pilotes, de capitaliser, de modéliser à ce niveau, mais sans parler avec les autres. Et je pense que ONU Femmes, CRDI,
et les autres partenaires ont encore du travail à faire. Nous apprécions à sa juste valeur, en tout cas, vos contributions respectives dans le processus de développement de notre pays. Madame le ministre, très certainement, cet après-midi, va le dire de vive voix, mais en tout cas, je vous encourage et vous félicite aussi à consolider et renforcer davantage ces initiatives intéressantes. Voilà ce que je voudrais dire. Ça a été pour moi un exercice d'apprentissage renouvelé et de pouvoir retrouver encore beaucoup de femmes leaders qui, sur le plan de l'expertise, mais sur le plan aussi des transformations, des conditions de vie, sont des modèles de mon point de vue. Et voilà, que Dieu vous protège. Nous allons embrayer sur notre session la feuille de route, parce que je pense que ça aussi, c'est une question fondamentale. Ma sœur Djainaba, de l'Institut ONU-Femmes, vous avez maintenant la lourde tâche de nous baliser le terrain et de nous indiquer les voies pour une feuille de route, en tout cas maîtrisable, et devant nous aider, en tout cas, à aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. Je vous remercie.